us to succeed. We have the most to prove. Welcome to the Women's Army Corps. Je suis Pauline Perrette, je suis maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 et je suis directrice adjointe de l'Institut d'Histoire du Temps Présent où je vous reçois. Et je travaille en histoire des États-Unis, histoire raciale plutôt. Et le dernier ouvrage que j'ai publié s'appelle Une armée noire, un Fort Huachuca, Arizona. Soldiers, you must be perfect. You do not have the luxury to be good. You have the burden to be better. I need women who've had to fight to survive. Donc c'est l'histoire d'un bataillon de WACs africaines-américaines à la toute fin de la guerre. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est des événements qui se passent en février 1945 et qui donc ne reflètent pas ce qui s'est passé ni sur le front intérieur, ni sur le théâtre des opérations pour les soldats hommes et les soldats femmes africaines-américaines. Le corps des WAC, le Women Auxiliary Corps, c'est un corps qui a été créé en mai 1942 dans une armée raciste, mais une armée aussi très misogyne, qui a beaucoup résisté à la création de ce corps de femmes. Et donc l'idée, c'est que ces femmes-là, elles vont prendre la place de ceux qui devraient aller combattre. Pourtant, il y a beaucoup de méfiance à l'égard des femmes, et là, quand je parle des femmes, je parle des femmes noires, hein, et des femmes japonaises, et des femmes blanches, hein, toutes confondues, qui sont vues comme pouvant remettre en cause en fait les hiérarchies internes à l'armée et notamment les hiérarchies de genre. À cela s'ajoute aussi une méfiance supplémentaire à l'égard des femmes non blanches et pour contourner cette méfiance, il est décidé par le corps du WAC de créer des unités ségrégées pour les femmes noires. Il faut bien avoir en tête que l'intégralité de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale est ségrégée. Donc les hommes noirs ne s'entraînent pas avec les hommes blancs. Il faut bien avoir en tête que les femmes noires à l'époque sont des femmes qui travaillent beaucoup plus que les femmes blanches, qui sont beaucoup plus en responsabilité dans la vie civile que les femmes blanches, qui sont pour les femmes de la classe moyenne, des femmes qui sont beaucoup plus sous l'autorité de leur mari, de leurs frères, et qui sont, lorsqu'elles sont mariées, femmes au foyer. Les femmes noires vont être soumises à des critères de recrutement beaucoup plus exigeants et donc subir un taux de refus beaucoup plus élevé que les femmes blanches. Donc les femmes qu'on voit dans le 6888, ce film, sont des femmes qui sont vraiment triées sur le volet. Il y a une représentante en fait du prolétariat noir et plutôt de la vie rurale, qui est un personnage qui est un peu décapant, qui est la fille qui est venue aussi pour draguer des hommes, etc. Mais sinon, toutes, c'est des incarnations de la recherche d'ascension sociale parmi la classe moyenne, voire classe supérieure noire. Donc le 6888, c'est un bataillon d'exception qui est composé de femmes d'exception. On ne voit pas ça dans le film, mais en fait, il y a des inspecteurs du WAC, des inspectrices, qui sont allées dans chacun des camps où étaient entraînées des femmes noires, toutes dans des camps ségrégés, et qui ont choisi les meilleures. C'est ce qui s'est passé à Huachuca. Il y a à peu près une cinquantaine de femmes qui ont été sélectionnées sur place, après inspection, après entretien sur leur motivation, leur moralité, leur diplôme, etc. Et puis ensuite, elles se sont portées volontaires pour faire partie du 6888, qui est formé pour réaliser une tâche que personne d'autre dans l'armée ne veut réaliser, c'est-à-dire en fait trier le courrier de l'armée qui est resté bloqué pendant 6 mois, 1 an, plus, dans différents hangars. Alors d'abord, elles sont envoyées en Écosse, puis en Grande-Bretagne, puis à Rouen, où elles réorganisent en fait la distribution
du courrier. Donc elles sont vraiment dans une démarche de surrespectabilité, de donner des gages de talent, de discipline, de moralité, plus que tout autre. Et c'est vraiment ce qu'incarne le personnage de Charity Adams, qui est donc la capitaine de la compagnie qu'on suit. I am giving you my best, and you will give me yours. Il y a cette scène dans les baraques où elles viennent d'arriver, elles font connaissance les unes avec les autres, pourquoi tu es venue, pourquoi tu t'es engagée toi. Donc on voit bien qu'il y a un facteur économique, avoir un salaire régulier, avoir une assurance, ce qui est important, a fortiori pour des Africaines-Américaines qui sont, je l'ai dit, qui sont plus employées que les blanches, mais qui ont été, en tant que noires, beaucoup plus touchées par la Grande Dépression. Donc il y a beaucoup de chômage parmi les Africaines-Américaines, mais il y en a beaucoup qui aussi s'engagent par patriotisme. C'est le cas de l'héroïne Lena Derricotte, c'est probablement le cas de Charity Adams aussi. Certaines d'entre elles ont fait des études dans des collèges noirs, ont des diplômes. C'est le cas par exemple de Lucia Pitts, qui est une femme dont on parle pas dans le film, mais qui était à Huachuca et qui était très très qualifiée, qui a été secrétaire exécutif d'une personne du Black Cabinet de Roosevelt. Enfin, donc il y a quand même des personnalités vraiment de premier plan. Il y a aussi des femmes d'intellectuels noirs célèbres dans ce bataillon. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'équivalent en fait dans les bataillons d'élite des Africains américains, on peut penser aux aviateurs de Tuskegee, côté combat. Bien, les hommes qui ont piloté les Spitfires, eux, quand ils rentrent chez eux, ils ont plus de mal à avoir reconnu leur talent, les qualités qu'ils ont acquises derrière leurs avions. Et il y a beaucoup de récits de grosses déceptions, de racisme très dur. Les femmes noires qui ont été dans l'armée, elles inspirent moins la peur, moins le racisme de la société blanche à leur retour, parce qu'elles ont surjouer en fait le jeu de la respectabilité, et ce qu'on voit très très bien. A lot of people don't want us here, they don't want us to succeed, we have the most to prove. Donc on est celles qui doivent prouver le plus leur capacité, parce qu'elles doivent surmonter à la fois des préjugés de genre et des préjugés raciaux. Monsieur le Président, cette mission est devenue un cauchemar logistique à ce stade. On a même essayé de demander à des femmes, alors... Vous parlez des blanches du Women's Army Corps. Pourquoi? Il y en a d'autres? Jusqu'à la guerre de Corée, elle est totalement ségrégée. Mais j'insiste sur ce point, elle est ségrégée noir, non noir. Il n'y a pas d'autre type de ségrégation. Les noirs sont les seuls à subir cette ségrégation absolue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entraînés avec les blancs, et même des bases qui sont d'entraînement qui se trouvent dans le nord ou qui se trouvent dans l'ouest, comme le Huachuca sur lequel j'ai travaillé, va intégrer un mode de relation raciale, un régime racial qui est de type sudiste, donc ségrégation complète. L'état-major, qui s'est senti forcé par le pouvoir politique d'intégrer un quota de 10% de noirs, va freiner des cas de fer pour envoyer ces hommes au combat. Ce qui veut dire que pendant toute la période d'entraînement, ils vont confier ces troupes à des commandants blancs, mais les commandants les plus mal notés, parce que on ne veut pas les envoyer en combat de toute façon, donc à quoi bon bien les former. Et puis, ce n'est que progressivement, sous vraiment la mobilisation des organisations noires qui ont créé cette campagne pour ils disent Double V Campaign, la campagne pour la victoire à l'étranger contre les puissances de l'Axe et la campagne contre le racisme at home. Il va y avoir, dans un premier temps, la décision pour des raisons politiques de commencer à déployer des troupes noires. Donc il va y avoir d'abord la 93e division d'infanterie, la 92e division, ensuite sur la ligne gothique, mais c'est assez cosmétique. Et puis, à la toute fin de la guerre, alors que l'Europe a déjà été libérée, enfin, le déploiement de cette unité
unique, qui, voilà, le 6888, qui a valeur d'exception. J'aimerais quand même dire que le niveau de racisme de l'armée en 45 n'est pas celui qu'il était en 42, et qu'il y a eu certaines évolutions, et en particulier à partir de 43, où la pression des organisations noires sur l'état-major et surtout sur la présidence est si forte qu'il y a une adaptation de la doctrine militaire de ce qu'ils appellent the Command of Negro Troops, comment on commande des unités noires. Alors c'est manuel, hein. Il ne spécifie pas le commandement des troupes féminines, mais il englobe en fait l'ensemble des Africains-Américains dans l'armée, et il commence à désessentialiser en fait les soldats et WAC noirs en disant il n'y a pas de soldats noirs, il faut les traiter comme d'autres soldats, il faut leur parler correctement, ce qu'on ne voit pas dans le film, hein. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les généraux appliquaient le nouveau manuel de 43 de comment on commande des troupes noires, mais en tous les cas, il y a un début de changement de doctrine sur la façon de traiter les troupes noires. Et puis, il y a aussi cette expérience de pelotons noirs dans des unités de combat à la toute fin de la guerre, sous la direction du général Eisenhower. Des choses qui ne sont pas connues trop, mais sur lesquelles l'armée enquête, l'armée envoie des formulaires, hein, aux blancs et aux noirs, hein, qui ont combattu dans ces pelotons, pour savoir s'ils sont satisfaits de la manière dont les choses se passent. Bataillon 6888! En avant! Marche! Il a été décidé dans ce film de faire l'impasse sur les relations entre les femmes africaines-américaines des États-Unis et les civils, les populations civiles européennes. On le voit, hein, il y a une scène d'arrivée des WACs qui sidèrent en fait les passants écossais, mais c'est la seule interaction qu'on voit. Et pourtant, il y a beaucoup de témoignages de ces WACs du 6888 qui, lorsqu'elles sont revenues aux États-Unis, ont raconté qu'elles avaient été accueillies par les populations locales, ou qu'elles avaient eu des interactions avec les populations locales qui n'auraient pas été possibles dans leur expérience américaine du racisme, avec des formes de reconnaissance, des formes d'amitié, et donc je ne veux pas idéaliser ça. Je suis sûre qu'elles ont été aussi soumises au racisme des populations européennes, mais le fait qu'il ait été décidé par les réalisateurs et les scénaristes de complètement effacer ça, je pense que c'est un parti pris qui est discutable. Lena Derricotte, qui est une femme qui a vraiment existé, est une femme qui fréquente un lycée à Philadelphie, donc dans un état où il n'y a pas de ségrégation raciale officielle, et bien cette jeune femme, qui semble ne pas être, on le voit visuellement, la seule noire dans ce lycée qui est majoritairement blanc, et bien elle date un blanc. Ce blanc, c'est Abraham David, hein, qui est très clairement un jeune homme issu d'une famille juive religieuse, et j'ai été surprise de voir que c'était quelque chose qui n'était pas du tout commenté en ligne. Pourtant, je trouve que c'est un point intéressant de montrer que les scénaristes ont fait le choix d'une alliance entre deux minorités, juifs noirs, qui était une alliance politique qui existait dans les organisations de lutte. C'est un amour entre deux personnes, mais c'est aussi, moi je le lis très fortement comme la capacité de deux minorités à faire alliance contre le racisme aux États-Unis. Adams, vous et le bataillon 6888 partez pour l'Europe. La seule chose dont ils nous croient capables, c'est de distribuer leur foutu courrier. En fait, dans le film, il est très difficile en fait
de faire la part de la discrimination de genre et de la discrimination raciale, parce que on voit, enfin, il n'y a pas de point de comparaison avec le traitement des femmes blanches. Et ça, c'est impossible à faire parce qu'il n'y a pas eu d'endroit où les deux étaient... Enfin, sauf si on aurait pu imaginer un film qui aurait été réalisé sur les lieux d'entraînement. Où là, les lieux de formation des WAC, à Fort Des Moines, où les femmes sont entraînées aux mêmes endroits, mais de manière ségrégée. Donc là, on aurait pu le voir. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de prévention de l'état-major à l'égard de la création du WAC, qu'ils ont essayé d'empêcher de le faire, que les femmes blanches ont été rabaissées, qu'on a essayé de leur donner les fonctions les moins valorisantes possibles, mais qu'au fur et à mesure, il y a eu quand même des carrières qui se sont faites, et il ne faudrait pas croire, comme ça a été quelquefois dit trop rapidement, qu'il n'y a pas eu de WAC blanche déployée sur le terrain des opérations. D'accord ? Il faut faire attention à cette confusion. Il y a également d'autres raisons et c'est contradictoire, pour lesquelles les femmes sont bien accueillies dans l'armée. Et c'est quelque chose qu'on voit de manière un peu rapide dans la scène du bal. Une des fonctions du corps des WAC, c'est de produire des partenaires sexuels pour des hommes qui sont entre eux, dont on cherche absolument à éviter l'homosexualité. Et donc, il y a une part de l'armée, de l'état-major, qui est en fait assez avide de l'arrivée de ces femmes, qui vont pouvoir calmer les ardeurs masculines sans qu'ils aillent aller fréquenter les prostituées. Et ça, c'est valable pour les soldats blancs. Donc, il y a eu en fait une campagne de légitimation du WAC, blanc aussi, sur le thème, en fait, elles sont là juste pour coucher avec les soldats. Et ces tentatives de discrédit des WAC est encore plus fort pour les femmes noires, parce que les hommes noirs étaient entachés d'un soupçon d'hypersexualité, de besoins sexuels encore plus importants que les hommes blancs. Pour moi, c'est ce choix de raconter l'histoire des femmes noires dans l'armée à partir d'un bataillon d'exception. C'est un choix qui n'est pas le seul choix possible. C'est un choix que je comprends parce que je pense qu'il y a un besoin en fait de raconter une histoire noire et héroïque pour la communauté, qui s'explique par le fait que pendant trop longtemps en fait l'histoire africaine-américaine n'a pas été racontée, qu'elle a été invisibilisée, qu'elle a été oblitérée, et qu'il a fallu qu'il y ait des lieux communautaires qui racontent cette histoire, parce que l'histoire académique l'a négligée, au moins jusqu'aux années 50, et que c'est seulement progressivement que l'histoire de l'esclavage, l'histoire africaine-américaine a trouvé sa place, en fait, dans l'histoire de la nation. Et c'est symbolisé par le fait que le musée de culture et d'histoire africaine-américaine est arrivé tardivement sur le Mall aux États-Unis. Et donc ça, je le comprends très bien. Mais en tant qu'historienne, je me dis aussi qu'il faut qu'il y ait des récits qui soient pas seulement des récits d'héroïsme. Parce que prendre en fait l'histoire africaine-américaine martiale par le biais de l'héroïsme, c'est oublier que cet héroïsme n'a été possible que pour une toute petite marge de la population, des effectifs de soldats et de WAC africains-américains. L'expérience commune de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une expérience de ségrégation, c'est une expérience d'humiliation, c'est une expérience de mise à l'écart, de subordination, de racisme, dans laquelle il y a aussi eu des mécanismes de lutte et de résistance, mais beaucoup moins visibles, beaucoup moins héroïques, de peut-être une mutinerie, peut-être jouer avec les ordres, ce que l'historien américain Thomas Guglielmo appelle un mouvement martial pour la liberté.
il y a eu ce mouvement, mais beaucoup plus subtil, beaucoup plus multiforme, et qui a eu lieu sur les différents lieux en fait d'entraînement ou les quelques lieux de déploiement des unités noires. Mais cet héroïsme qu'on voit dans le film, dont je comprends à nouveau la nécessité, il n'est pas représentatif de l'expérience collective des Africains américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec toutes les réserves que j'ai, je peux pas cacher le fait que j'ai été très émue par ce film, que j'étais heureuse de rencontrer Charity Adams après avoir beaucoup lu sur elle. Et voilà, le fait qu'il y ait un casting aussi glamour, aussi mirobolant à ce film, je pense que ça ajoute à ce besoin de surlégitimation, de recherche de la dignité aussi.